Bonjour à vous à la maison, chers téléspectateurs de Chemin Télé. Donc, semaine du 2 février déjà 2026. Qui l'eût cru, hein? On a déjà tout janvier de fait qui est derrière nous et voilà que février commence sous les flocons comme à l'habitude. Cette semaine, notre bulletin de nouvelles, quant à lui, va commencer avec Véronique Labbé, donc qui nous fait un segment sur les offres scolaires. Alors, voir ça à l'instant. Aujourd'hui, à Véro Info, je vous parle des écoles dans la MRC des Aides-Chemins, du Centre de services scolaires Beauce-Aides-Chemins. On le sait, les inscriptions s'en viennent très bientôt, autant primaire, secondaire que professionnel, cégep, université. Bientôt, ils vont devoir s'inscrire et ça commence et j'avais envie de vous parler un peu de ce qui était possible ici dans le coin. Pour le primaire, bien souvent, c'est vraiment relié à ta municipalité. Alors, tu habites Sainte-Sabine, ils vont aller à Saint-Magloire. Tu habites Lac-Etchemin, ils vont aller à Lac-Etchemin. Il y a quelquefois des dérogations, mais il faut le demander et ce n'est pas toujours accepté. Quand on tombe dans la partie secondaire, là, ça commence à être un peu plus grand parce qu'on peut vraiment aller dans les écoles en Beauce. Alors, on parle de Saint-Joseph, Beauceville, on parle de Saint-Prosper, de Sainte-Justine, on parle aussi de l'école privée à Beauceville. Alors, il y a vraiment plusieurs écoles secondaires et selon leur spécialité, parce que votre enfant peut aller à un cours, une spécialité sport-études, peut aller en PEI. Il y a plein d'autres aussi, là, hors culture qui peut intégrer dans son cours de secondaire, dans son parcours secondaire. Alors, selon ce qu'il a envie, bientôt, il va pouvoir aller visiter les écoles secondaires et faire son choix. Alors, voici la possibilité des secondaires disponibles. Au niveau du professionnel, on a à Saint-Georges le centre professionnel Poseur, qui offre vraiment 25 choix disponibles. Puis ça, bien, c'est vraiment selon leurs affinités, selon leur parcours scolaire. Puis, ils pourront aller même visiter, là, à partir de secondaire 4, 5, là, ils peuvent aller visiter le centre scolaire pour vraiment choisir, faire un choix plus adapté selon ce qu'ils aiment. Ensuite, cégep. Là, on a le cégep de Saint-Georges, mais on a aussi Lévis, Sherbrooke. Votre enfant va être appelé à aller un peu partout. Puis, selon ce qu'il a envie d'étudier, pourra être totalement dirigé en conséquence. On a aussi la partie adulte, alors le centre de services scolaires pour les adultes, ceux qui ont plus de difficultés d'apprentissage, qui ont lâché l'école dans un parcours. On a le centre scolaire pour adultes. On a aussi le centre avec le CJE, Centre de jeunesse emploi, qui offre une alternative pour les jeunes qui peut vraiment être très à propos. Alors, si votre jeune a de la difficulté, a envie de lâcher ou a déjà lâché l'école, mais peut-être qu'il a envie d'un nouveau parcours, de recommencer, c'est une belle idée de contacter le CJE pour avoir plus d'informations. Sur ce, j'espère que vos enfants trouveront l'école adaptée à leurs besoins, puis on vous souhaite une belle fin de journée. J'ai eu l'occasion dernièrement de rencontrer le directeur général de Sogetel, Jean-Philippe Saillat, qui nous fait une entrevue sur l'apport de Sogetel, en fait, dans le milieu communautaire et dans le milieu des télévisions, donc télévision locale. On en parle à l'instant parce que ça nous concerne à Chemin Télé. Je me trouve présentement dans le hall d'entrée du siège social de Sogetel où je m'apprête à aller rencontrer son directeur, Jean-Philippe Saillat. Première question, je voulais vous demander l'apport de Sogetel, dans le fond, dans le milieu communautaire, parce que vous avez une chaîne, en fait, vous êtes distributeur, c'est bien ça? En fait, nous, on est une compagnie, on est distributeur de télévision. Il y a un terme là, plus spécifique donné par le CRTC, là, dont j'oublie, mais c'est en anglais, c'est EDS ou quelque chose de genre, là, il y a un acronyme. Donc, on est l'entreprise qui offre le service, mais les émissions, les chaînes appartiennent à des diffuseurs. Et nous, pour pouvoir les distribuer, on paie des redevances à ces chaînes-là, pour la plupart, mais certaines sont gratuites, comme les grandes chaînes publiques,
comme Radio-Canada ou même TVA, TVA qui n'est pas publique, qui est une chaîne privée, mais dont la diffusion est gratuite. On a des règles à respecter, on a des obligations, et une d'entre elles est de soit investir dans de la production locale. Et si on ne peut pas le faire par soi-même, bien, on doit remettre un certain pourcentage, c'est jusqu'à 5 % des revenus bruts de la télévision. Donc, ce n'est pas après toutes nos dépenses, c'est nos revenus bruts. On doit remettre jusqu'à 5 % au Fonds des médias, qui, eux, le distribuent pour de la production locale. Le Fonds des médias étant chapeauté par le CRTC. Donc, c'est pour de la production locale à grandeur du Canada. Et eux redistribuent cet argent-là en fonction des projets qu'ils reçoivent ou des demandes qu'ils reçoivent. Ce qui fait qu'on peut financer des télévisions communautaires un peu partout à travers le Québec, que ce soit Sogetel ou autre. Bien, tous les distributeurs de télévision doivent le faire. Sauf que si on le fait par soi-même, bien, toute la portion que l'on fait par soi-même, elle peut être exclue de ce qu'on doit donner au Fonds des médias. Donc, les grands distributeurs ont leur propre chaîne communautaire, font leur propre contenu. Donc, mais local, parce qu'il y a du contenu national, comme les chaînes de télé ou TVA, Radio-Canada, qui font leur propre production, mais ça, c'est national, mais le Fonds des médias, c'est uniquement pour la production locale. Donc, évidemment, si nous, on utilise cet argent-là pour de la production ici, mais on n'a pas à la remettre au Fonds des médias. Mais ça faisait quand même plusieurs années que M. Biron, qui est décédé maintenant, mais qui était l'actionnaire principal de Sogetel, proposait toujours d'avoir une télévision communautaire. Lui, dans sa vision, c'était une façon de se démarquer, offrir autre chose que la concurrence ne pouvait pas offrir. Et puis, puis surtout, rencontrer un besoin qu'avait notre clientèle, qui est une clientèle locale. Mais bon, ce projet-là était toujours un peu tassé, à défaut de temps, d'énergie ou d'argent. Donc, mais c'est pour ça que, lors justement d'un tournoi de hockey où M. Lévesque était le photographe officiel, celui-ci est venu me voir après la photo et puis il m'a proposé un projet de télévision communautaire. Et c'est là que je me suis mis, en réfléchissant, je me suis dit qu'on pouvait essayer de prendre l'argent qu'on devait au Fonds des médias pour le secteur de Nicolet-Bécancour et tenter de le remettre directement à l'équipe de M. Lévesque pour faire une télévision communautaire. Le projet de Télécœur nous a permis de s'apercevoir que, dans le fond, on pouvait, en plus des redevances qu'on leur offrait, on pouvait bonifier ce qu'on leur donnait pour aller jusqu'au montant imposé par le Fonds des médias. Donc, ça, c'était un des rebonds ou effets secondaires de la télévision ici de Télécœur. Ensuite, M. Lévesque, voyant qu'on avait des secteurs pour lesquels on n'avait pas de télévision locale, mais il a sauté sur l'occasion et il a commencé à mettre en place des télévisions locales pour ces secteurs-là. Puis, ce qu'il y a de particulier avec Sogetel, c'est en fait, la télé communautaire bénéficie du poste au complet, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour toutes les autres télévisions qui sont avec un autre câblo-distributeur. Et nécessairement ici, nous, comme on est au début, le poste, je pense que c'est le numéro 2. Exact. Le numéro 2 est exclusivement pour Télécœur. Et puis, même que nous, la façon dont on a programmé les décodeurs, c'est lorsqu'il y a
une coupure de courant et qu'on réallume le décodeur, celui-ci il se met automatiquement à ce poste-là. Donc, c'est le poste qu'on pousse en premier. C'est notre poste à nous, en bout de ligne. À mettre ça en place, bien, il y a eu plusieurs défis administratifs et surtout réglementaires qui sont apparus, qu'il a fallu surmonter. Et pour mon équipe juridique ici, bien, c'était loin d'être la priorité. Puis, donc, il a fallu jouer du coude un peu, puis imposer la vision pour y en arriver. Puis, je crois que ça en valait la peine. D'avoir une télévision locale à notre nom, c'est un élément différenciateur face à la concurrence. C'est un produit que nos abonnés apprécient, donc souvent ils vont y penser à 2 fois avant de changer de fournisseur. Donc, d'avoir une équipe comme celle de Télécœur, chapeautée par M. Lévesque et tous ceux qui y travaillent, que je ne connais pas, d'avoir des gens qui sont passionnés, qui ont l'énergie, le temps de le faire, c'est très important et c'est très apprécié. Le 5 novembre dernier avait lieu une conférence de presse de Mme France-Hélène Duranceau, ministre responsable de l'administration gouvernementale et de l'efficacité de l'État, ainsi que de Mme Stéphanie Lachance, adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'administration gouvernementale et de l'efficacité de l'État et présidente du Conseil du Trésor, donc qui est aussi notre députée dans notre coin. Donc, on va parler, en fait, du volet efficacité et de l'état de gouvernance dans cette conférence de presse. Je vous ai déniché un petit extrait de 2 minutes environ à ce sujet. Alors, en terminant, je tiens à remercier mes collègues, les ministères, les partenaires qui ont contribué à cette démarche. Et un mot tout spécial à mon adjointe parlementaire, ma collègue Stéphanie Lachance, qui avait entamé ce travail-là avec ma prédécesseure Sonia Lebel et tous les membres de son cabinet. Et mes derniers mots vont aller à la fonction publique parce que, je l'ai dit souvent, on réussit en politique à faire des changements seulement si on est épaulé par une équipe qui y croit et qui veut au moins autant que nous. Alors, des remerciements tout spéciaux aux équipes du Conseil du Trésor, évidemment tous les autres ministères impliqués, puis aussi au Conseil exécutif, aux membres du Conseil exécutif qui ont travaillé très fort à la rédaction de ce projet de loi-là, qui est assez volumineux, vous allez voir, un travail colossal. Donc voilà, alors je vais passer la parole à ma collègue Stéphanie. Merci, France-Hélène. Je suis très heureuse aussi d'être ici parmi vous avec le dépôt de ce projet de loi 7, loi visant à réduire la bureaucratie et à accroître l'efficacité et à renforcer l'imputabilité de hauts fonctionnaires. Comme vous l'avez dit, il s'agit d'un premier pas d'une série de gestes prévus dans le cadre d'un chantier ambitieux de réduction de la bureaucratie et d'amélioration de l'efficacité de l'État. En ma qualité d'adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'administration gouvernementale et de l'efficacité de l'État et présidente du Conseil du Trésor, je suis extrêmement heureuse et satisfaite de voir ce projet de loi déposé aujourd'hui. Permettez-moi d'attirer votre attention sur certains éléments phares. D'abord, la fusion administrative de l'Institut national de santé publique du Québec et de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux et la mutualisation avec le commissaire à la santé et au bien-être. Aussi, la mutualisation de la gouvernance des services de nature technique ou administrative d'urgence santé avec Santé Québec. Le transfert des activités de la Commission de la fonction publique vers d'autres organisations de la fonction publique et l'intégration du Conseil de gestion de l'assurance parentale à Retraite Québec. On note aussi la transformation du Centre de la francophonie des Amériques en organisme sans but lucratif et le transfert des responsabilités en francophonie canadienne au ministre de la langue française. Finalement, l'optimisation du Fonds d'électrification et de changement climatique.
Toutes ces mesures combinées visent à assurer les structures administratives et les missions des entités concernées demeurent en cohérence avec les priorités gouvernementales. On souhaite également que les collègues parlementaires reconnaissent le caractère indispensable de ce projet de loi et participent avec énergie et bonne foi à son cheminement législatif. Je tiens en terminant à remercier l'ensemble des collègues qui ont participé en continu et continuent de le faire pour identifier des mesures qui vont permettre de rendre l'État plus efficace. Je tiens à saluer le travail de ma collègue ministre Duranceau. Le mandat que le premier ministre a soumis est clair et c'est un honneur de pouvoir y participer encore. Merci. Maintenant, diriger la Bien qu'on soit déjà au mois de février, moi, je pense que le début de l'année, on est toujours à l'heure des bilans. Donc, bilan de la Guignolée qui avait lieu à Lac-Frontière. On a reçu une communication à cet effet et je vais vous en faire la lecture à l'instant. Donc, nous sommes très heureux de vous faire part d'un bénéfice net incluant tout don de 2 344,14 $. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants de votre participation et de votre généreuse contribution à cette journée de la Guignolée, une cause qui nous tient à cœur année après année. Pour organiser cette journée, il nous faut bien sûr des bénévoles. Donc, je les nomme Ginette Bolduc, Chantal Bolduc, Charline Lamontagne, Christine Paré et Chantal Lachance pour la préparation des soupes aux légumes et aux pois, soupes aux légumes et aux pois, des galettes blanches au sucre à la crème, du sucre à la crème, des galettes à la mélasse, mon Dieu, on a le goût de retourner dans le temps des fêtes, de la salade de choux, des oignons et des pains maison. Quel délice et merci beaucoup, mesdames. Aussi, on tient à remercier les pompiers et autres bénévoles, donc j'y vais de ce pas parce que je trouve ça important de les nommer et ils sont nommés dans mon communiqué, justement. Donc, Pierre Bolduc, Jerry Gontier, Richard Bolduc, Kevin Auclair, Bianca Deschaines, Isabelle Chabot, Dominique Dubé, Louis Lachance et Alain Robert, sans oublier Liette Dodier et Henri Breton pour avoir remis les denrées et dons au CEF à Notre-Dame-du-Rosaire et le Parc des Appalaches pour le prêt des tables. Donc, Guignolée, toujours un moment important de l'année. Donc, comme je le disais, bien, c'est passé, mais ça revient toujours. Et les dons, en fait, c'est à l'année. Hein? C'est pas juste dans le temps des fêtes qu'il y a des familles qui sont dans le besoin. Donc, ce genre d'événement-là peut nous sensibiliser à l'année. En faisant mes recherches Facebook, courriel pour les bulletins de nouvelles, je suis tombée sur le Facebook de la résidence pour aînés au cœur des aides-chemins, donc le belvédère du lac, qui avait une communication par rapport à M. Paul Côté, qui a réalisé une maquette de l'église de Sainte-Sabine. Donc, je vous la présente à l'instant à l'écran. Plus de 150 heures de travail dans cette œuvre. Donc, recevez toute notre admiration, M. Côté. C'était tout pour ce petit bout. Je trouvais ça juste génial de montrer la création d'un homme passionné de maquettes. J'ai sous les yeux un communiqué du Centre de services de Saint-Georges qui était sorti le 4 décembre 2025 dans une ère qui est déjà bien loin. Mais en fait, on y parle de prévention de vol de colis. Bien sûr, dans le temps des fêtes, hein, on le sait, on a plus d'achats à faire. Donc, c'est encore pire, le pire temps de l'année. En tout cas, il y en a d'autres aussi. Là. Il y a quand même le Black Friday avant Noël. Puis tout au long de l'année, on s'entend qu'on fait livrer maintenant un peu n'importe quoi chez nous. Sans juger, bien sûr, parce que je suis la première à livrer un peu n'importe quoi chez nous. Alors, je vous lis ce petit communiqué-là parce que c'est bon à l'année quand même de prévenir les vols de colis, de savoir comment faire pour se protéger de ça. Donc, si vous prévoyez acheter en ligne, que ce soit pour le temps des fêtes qui est passé là, ou à un autre moment, sachez qu'avec l'augmentation des livraisons à domicile, les vols de colis demeurent une importante préoccupation. Si vous constatez qu'un de vos colis a été volé, il faut contacter les policiers. Je ne savais pas, mais c'est ça. Les policiers ainsi que le détaillant qui vous a vendu la marchandise. Pour obtenir de l'aide ou signaler un vol, vous pouvez donc appeler le 911 ou pour une situation qui n'est pas urgente, veuillez communiquer avec votre poste local. Poste local de 911, donc sécurité policière. Pour ce qui est de la sécurité routière, on rapporte des événements du 24 novembre vers les 17h45. Un patrouilleur qui était en opération cinémomètre près du rang 4 à Saint-Honoré de Chenley. Il a capturé un véhicule conduit par un homme âgé de 66 ans de Saint-Honoré à une vitesse de 132 km/h dans une zone où la vitesse
maximale, excusez, je mâche mes mots, où la vitesse maximale est de 80 km/h, donc quand même. Le policier a poursuivi le véhicule qui ne voulait pas s'immobiliser. Ce dernier a franchi une zone où le policier a pu évaluer sa deuxième vitesse à 115 km/h dans une zone où la limite de vitesse maximale est de 90 km/h. Une fois immobilisé après plusieurs kilomètres, 2 constats d'infraction ont été remis au conducteur. Le premier pour la vitesse de 132 km/h, une amende de 868 $, donc c'est à bien y penser à la maison, ainsi que 10 points d'inaptitude et 10 points quand même, et pour un total de 1214 $ et 13 points d'inaptitude pour sa deuxième vitesse. Donc, son permis de conduire a été suspendu pour une période de 30 jours. Aussi, le 27 novembre en soirée, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont été appelés sur le stationnement du terrain synthétique à l'arrière du cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges pour un accident avec délit de fuite impliquant un véhicule. Sur les lieux, les policiers ont localisé le véhicule suspect et arrêté le conducteur pour délit de fuite et garde et contrôle d'un véhicule avec la capacité affaiblie par l'alcool. Le conducteur est âgé de 25 ans et habite à Saint-Georges. Son taux d'alcoolémie était 3 fois supérieur à la limite permise. Il sera accusé d'avoir causé un délit de fuite et de garde et de contrôle de son véhicule en capacité affaiblie par l'alcool. Son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours et son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours. Également, le 29 novembre, tard en soirée, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont été appelés à intervenir sur la route 204 à Saint-Martin pour une sortie de route avec blessés graves possiblement liés à l'alcool. Le conducteur âgé de 45 ans de Saint-Gédéon a été conduit au centre hospitalier de l'Enfant Jésus pour blessures graves. Sa vie n'est pas en danger. Une prise de sang a été demandée. Dossier à suivre. Prévention et police de proximité. Donc, 26 novembre, dans le cadre des 8 jours de sensibilisation à la violence entre partenaires intimes, la Sûreté du Québec, en collaboration avec les maisons d'hébergement, l'organisme Rebâtir ainsi que le bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales du Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce a participé le 26 novembre dernier à une ONCP-BPI. Je vous explique. Opération nationale concertée de prévention en matière de violence entre partenaires intimes. Il s'agit de réaliser des points de contrôle routiers, des kiosques afin de sensibiliser la population. En effet, le centre de services MRC de Saint-Georges a effectué 3 ONCP-VPI sur le territoire. Le 26 novembre, les 2 premières activités ont été réalisées entre 7h30 et 8h30. La première sur la première avenue face à l'Aréna de Saint-Georges en collaboration avec des intervenantes de la maison Havre-l'Éclaircie, des procureurs de Rebâtir ainsi que des patrouilleurs et officiers de la Sûreté du Québec. Plus de 800 feuillets de sensibilisation ont été distribués. La deuxième activité a été réalisée à l'accueil de chemin sur la route 277 en collaboration avec des intervenants du Havre-l'Éclaircie et de patrouilleurs de la Sûreté du Québec, toujours, ainsi qu'un officier. Près de 400 feuillets, cette fois-ci, ont été distribués. Et la dernière et troisième activité a été réalisée entre 11h30 et midi et demi aux portes du centre d'achat de Saint-Joseph-de-Beauce en compagnie des intervenants du Havre-Éclaircie, de Maître Marie-André Veilleux, et procureur de la Couronne à Saint-Joseph-de-Beauce, ainsi que des policiers et officiers de la Sûreté du Québec. Cette fois-ci, près de 250 feuillets de sensibilisation à la violence entre partenaires intimes ont été distribués aux clients. Il s'agit d'un bel engagement de la part de tous et beau succès. Je ne vous ai pas expliqué la raison pour laquelle je vous lisais ça, mais je pense que c'est bien de toujours faire de la sensibilisation et comme ce sont des communiqués de presse qui nous parviennent par courriel ou qu'on déniche sur des sites gouvernementaux ou organisationnels, bien, je pense que ça vaut la peine dans le cas de vol de colis, de sécurité routière, de violence, de propager ces informations-là et de se sensibiliser tout le monde ensemble. Maintenant, on a Québec solidaire qui souhaite que les élus de l'Assemblée nationale se penchent sur la hausse du prix de l'épicerie. Comme on sait, c'est un sujet assez sensible depuis plus d'1 an. Donc, l'épicerie, bien, c'est la base, hein? C'est notre alimentation. Donc, Québec, le 5 décembre. Inquiète de l'explosion du coût du panier d'épicerie des pratiques commerciales des grands détaillants alimentaires, la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Gazal, demande la tenue d'une commission parlementaire urgente. Une lettre a été transmise hier au président, donc étant le 4 décembre, au président de la Commission de l'économie et du travail afin de convoquer sans délai une séance de travail.
Les familles, je cite Mme Gazal, « Les familles sont à bout de souffle. Je parle des gens qui travaillent à temps plein et qui peinent déjà à payer leur épicerie qui va augmenter de 1 000 $ l'an prochain. » Ça promet. Pendant que les prix grimpent, les grandes bannières engrangent des profits colossaux. Ça ne peut plus continuer. C'est notre responsabilité en tant qu'élus de s'assurer que les grandes bannières d'épicerie jouent selon les règles du jeu et de trouver des solutions pour protéger le portefeuille des familles. Rappelons que les prix à l'épicerie augmentent 2 fois plus vite que l'inflation et que, selon une récente étude de l'Université Dalhousie, une famille type devra débourser près de 1 000 $ de plus en 2026. Pendant ce temps, l'insécurité alimentaire s'étend à la classe moyenne, touchant désormais 1 Québécois sur 5. Si la Commission accepte de se saisir de ce mandat d'initiative, Québec solidaire propose qu'il soit entendu notamment les principaux détaillants alimentaires, des économistes spécialisés en concurrence, des experts en droit de la consommation, l'Office de la protection du consommateur, des groupes de lutte à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire, ainsi que toute organisation jugée pertinente par la Commission. Je cite encore Mme Gazal, « Je suis convaincue que le gouvernement du Québec peut aider la classe moyenne en faisant baisser le prix du panier d'épicerie. Quand on sait que les grandes bannières Sobeys, Loblaws et Metro ont engrangé 4,3 milliards de dollars de profit cette année, on est en droit de se poser des questions. Surtout quand on sait que les marges de profit des épiceries ont doublé depuis la pandémie et qu'à cela s'ajoutent les révélations récentes de pratiques commerciales illégales comme celle du cartel du pain ou encore des faux rabais. J'espère que la CAQ va accepter ma main tendue et convoquer cette commission parlementaire nécessaire pour protéger le portefeuille des familles. Québec solidaire a proposé plus tôt cette semaine que le gouvernement du Québec plafonne à 2 % les marges de profit des grandes bannières, permettant ainsi aux familles d'économiser l'équivalent d'une épicerie complète par année, soit 225 $ en moyenne. La députée solidaire Alejandra Zaga Mendez a également envoyé mercredi une lettre à l'Office de protection du consommateur afin de lui demander d'enquêter sur les faux rabais. Donc la source est le parlementaire de Québec solidaire. Alors voilà, c'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles de la semaine du 2 février à Etchemin Télé. Merci d'avoir été là et en attendant la semaine prochaine, n'hésitez pas à me contacter pour m'envoyer vos idées, vos suggestions, commentaires. Donc que ce soit des idées de séries d'émissions, que ce soit une émission de 30 minutes, une émission d'1 heure, on est vraiment ouvert à tout concept. On est votre télé communautaire qui sommes votre voix pour vos communautés. Donc, n'hésitez pas à me contacter au 88 714 2953. Mon nom est Marie-André Dupéré pour Etchemin Télé.